Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer pour pas trop se décaler. Merci à vous d'être là pour cette deuxième conférence donc du cycle de conférences qui vous est proposé par le Club Curiosity de l'ESEO, l'association Ciel d'Anjou et puis Terre des Sciences. Donc ce soir, nous accueillons un astrophysicien donc, qui s'appelle... Ah bon ? C'est mieux ? Vous entendez mieux là ? C'est bien. Non, il faut que je parle plus fort ? Non ? Manque des... Voilà, c'est mieux là. Bon, donc oui, je disais que ce soir nous accueillons Christian Magnan, qui est astrophysicien, chercheur Collège de France et au GRAL, si je me rappelle bien, donc le groupe de recherche astronomie, astrophysique du Languedoc, qui n'existe plus. Bon. D'accord. Voilà. Et donc, oui, Christian Magnan, qui est une voix singulière, et qui doit parler ce soir de la validation de la théorie du Big Bang. Voilà, donc je vais lui laisser tout de suite la parole pour nous présenter tout ça. Et puis, comme d'habitude, donc les questions viendront après. Vous aurez un temps de questions-réponses après la présentation. Voilà. Eh bien, bonsoir. Je suis très impressionné, mais je vous remercie d'être venus si nombreux. Ben bon. Ah ben là, ça... Bon. Donc, ben oui, j'ai été tout le temps au Collège de France. Et effectivement, le dernier poste que j'ai occupé était au Graal, un nom bien choisi, évidemment, un petit observatoire de Montpellier. Bon. Alors, effectivement, vous pouvez intervenir s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si je me suis mal exprimé, mais c'est vrai que la discussion, il va y avoir tellement peut-être de points à discuter, encore que bon, qu'il vaut mieux le reporter à la fin, sinon on n'avancera pas d'un pas. Alors, normalement, en appuyant sur cette flèche, il faut cliquer dessus. Ils ont voulu que je prenne. Ah ouais, bon. Donc voilà, je présente ça, c'est pas de la prétention, mais c'est un fait. Je viens d'écrire un livre et c'est un peu ça que je vais vous raconter. Et si je vous présente ça, c'est que il faut toujours citer ces sources. Et ce que je vais raconter, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Bon, c'est aussi simple que ça maintenant. Pour ma responsabilité, vous prenez vous aussi vos responsabilités. Mais au moins, vous pouvez aller chercher sur un site, sur mon site, et sur un bouquin, tout ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Alors, je donne tout de suite un exemple. Justement, j'ai une école d'électronique, c'est peut-être intéressant. Le premier truc que vous entendrez nulle part, même parmi mes chers collègues, c'est que l'astrophysique est une science d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que, on va le répéter dans toute la conférence, on ne connaît pas de façon, on va dire exacte, mais même les déterminations sont très approchées. Par exemple, la masse d'une étoile. Vous imaginez peut-être qu'on connaît la masse d'une étoile. Pas du tout. C'est un facteur de près, on va dire, un certain facteur. Bon, je peux vous expliquer pourquoi, je ne peux pas, on n'a pas le temps. On insistera aujourd'hui, enfin j'insisterai, je le dirai, je le redirai parce que c'est l'un des thèmes de cette conférence et la validation du Big Bang passe par là, c'est les mesures de distance. Les mesures de distance, c'est, bon, j'allais dire catastrophique, c'est pas catastrophique, c'est comme ça. Mais je vais dire, je le redirai, que la distance de la plus proche galaxie, la galaxie d'Andromède, on ne la connaît pas à mieux que 20% près. Donc simplement, il faut savoir ça. Alors, bon voilà, alors quand on parle par exemple de l'expansion accélérée de l'univers, quand on sait que c'est une question de détermination de vitesse d'expansion, bon, mesure de la vitesse d'expansion, on ne sait pas le faire non plus, mais en fonction de la distance, ça commence à poser des questions. Si on se pose des questions maintenant, on peut aussi ne pas se poser de questions et continuer à fabriquer des articles. Voilà.
Alors, l'histoire, elle commence avec ça. Et une grave question, on sait depuis longtemps que tous les astres se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest. Je dis bien tous. Bon, c'est important. C'est le Soleil, la Lune, toutes les étoiles, les planètes, etc. Bon, la question est, pourquoi on a mis tant de temps pour savoir qu'en fait, c'était, on va dire, une illusion, et qu'en fait, c'est la Terre qui tournait sur elle-même? Bon, je vais dire pourquoi on a mis tant de temps, en disant d'abord que le problème est difficile. Bon, ça, c'est une raison pour laquelle on a mis beaucoup de temps. Sachez qu'il n'existe aucune expérience simple à mettre en œuvre qui montre que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Il n'y en a pas. Alors vous allez me dire, le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, bon, ce n'est pas une expérience simple à mettre en œuvre. Et le fonctionnement du pendule de Foucault, je vous assure que ce n'est pas de la tarte. Vous pouvez aller sur Wikipédia, par exemple, sur Wikipédia, le pendule de Foucault, et c'est extrêmement compliqué. Déjà, comment expliquer quand vous mettez le pendule de Foucault, il est toujours au pôle. Bon, le pôle, il fait froid. Ça tourne en 24 heures, la Terre. Comment vous expliquez que le pendule de Foucault, qui est au Panthéon, là, enfin, qu'on fait marcher au Panthéon, il tourne en combien, 32 heures, je sais pas, enfin bon, hein, ça doit être ça, on va dire 32, allez. Vous le saviez aussi bien que moi. Voilà. Bon, ben, il faut l'expliquer. Donc vous voyez que c'est pas simple. Et puis après, on vous dit que le pendule de Foucault, il est fixe par rapport aux étoiles. Alors j'ai un gros bouquin là qui me sert de Bible, qui est haut comme ça, qui s'appelle Gravitation, là. Et j'ai essayé de regarder, effectivement, dans un bouquin quand même de référence, complètement sérieux, si on expliquait ça, pourquoi un pendule est fixe par rapport aux étoiles. Ben, je n'ai pas réussi à comprendre. C'était compliqué. Ça commence le paragraphe qui dit que de toute façon, si on était au bord du trou noir, ce ne serait pas vrai. Mais bon, s'accumulant, c'est un problème quasi métaphysique. C'est en quelque sorte la réunion de toutes les masses de l'univers qui fait que votre pendule il va être fixe par rapport aux étoiles. Donc, le pendule de Foucault, vous oubliez, donc il n'existe pas d'expérience simple à mettre en œuvre encore qui montre que la Terre tourne sur elle-même. Alors c'est une question qui préoccupait évidemment Galilée. Évidemment. Le pauvre. Donc l'Église lui demandait, bah, écoutez, moi, prouvez-nous que la Terre tourne. Et puis il ne pouvait pas. Donc il avait beaucoup réfléchi évidemment à cette question-là. Et c'est l'un des premiers qui a énoncé ce fameux principe de relativité. Et qu'est-ce que c'est que le principe de relativité ? Justement, Galilée l'explique très bien dans ses écrits de vulgarisation. C'est le fait que quand vous êtes dans un véhicule, dans un mobile, si vous êtes à l'intérieur de ce mobile, vous ne pouvez pas, par expérience interne, mettre en évidence la vitesse de ce mobile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitesse absolue, on peut le dire comme ça. Et Galilée prend l'exemple, j'allais dire simple, mais il n'est pas si simple que ça, on peut y réfléchir, d'un bateau. Vous êtes dans la cale d'un navire avec hublot fermé, évidemment, si les hublots sont ouverts, vous voyez si vous vous déplacez ou pas. Mais si vous êtes dans une cale hublot fermé, vous ne savez pas, et vous ne pouvez pas savoir si votre navire est en mouvement ou au repos. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pris le train là pour venir, mais c'est pareil, quand vous êtes dans un train, en principe, alors si vous regardez les arbres qui défilent, vous pouvez savoir la vitesse. Mais donc c'est une expérience courante quand vous êtes dans un véhicule, si vous ne voyez pas l'extérieur, vous ne pouvez pas déterminer votre vitesse. Si vous êtes dans un avion, vous ne savez pas à quelle vitesse vous allez, etc. Donc voilà l'une des difficultés. Donc Galilée disait ça. Il disait c'est pas la preuve qu'on n'avance pas puisque justement on ne peut pas le mettre en évidence. Donc voilà le fameux principe de relativité. Donc vous savez qu'il a quand même une expérience considérable en physique. On terminera avec la relativité générale. Je vous expliquerai la relativité générale en une phrase. Voilà, mais après. Alors, la suite. Alors la deuxième, la vraie réponse, pourquoi on a mis tant de temps, la réponse a été donnée par l'avènement de la science moderne, tout simplement. Donc c'est la science qui peut vous donner la réponse. Et ça, je trouve que c'est super important.
c'est une vérité, ça aussi. Il n'y a que la science qui peut vous donner la vérité du monde, qui peut vous apprendre ce qui est vrai, vrai avec un grand V si vous voulez, la vérité que j'appelle la vérité des choses. Il n'y a que la science qui peut faire ça. C'est-à-dire que si vous discutaillez, parce que la question elle était discutaillée, que vous allez au troquet ou sur les forums avec de la bière, sans bière, etc., eh bien vous ne trouverez pas la vérité. C'est l'expérience qui le montre, hein, ce n'est pas un cas comme ça. L'histoire montre que, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que la science? Eh bien, c'est la rencontre entre une expérience et une théorie. Ça, c'est super important aussi. Et ce qu'on appelle la révolution copernicienne, je le résume en disant que c'est la rencontre entre l'ellipse de Kepler et l'ellipse de Newton, l'ellipse théorique. Bon, je m'explique rapidement. Vous savez que Kepler, c'est un astronome qui étudiait les mouvements des planètes. Et donc, Tycho Brahe lui avait donné comme travail de thèse, en quelque sorte, à faire, à décortiquer, à analyser les observations qu'il avait faites de la planète Mars. Donc, Kepler a dit « Oh, moi, je vais y arriver, en 1 mois, 2 mois, je fais ça. » Mais il y a passé quelques années, mais il y est arrivé quand même. Et donc, il a déterminé, il a trouvé expérimentalement, j'insiste sur ce terme-là, que la trajectoire de la planète Mars autour du Soleil, alors ça, entre parenthèses, mais après je referme la parenthèse, c'est ça la difficulté de l'opération. Les observations de Tycho Brahe, évidemment, il les avait faites sur Terre, donc il avait la trajectoire par rapport à la Terre. Et c'est là où quand même Kepler s'est servi de l'idée du système de Copernic en disant eh ben, je vais rapporter la trajectoire non pas à la Terre mais au Soleil. Donc là il y a des opérations à faire que je ne saurais pas faire, mais enfin lui il savait faire ça. Il a rapporté il y a un problème. Donc, vous entendez là? Oui. Et donc il a rapporté, il a trouvé que par rapport au Soleil c'était une ellipse. Bon, ce qui l'a embêté beaucoup d'ailleurs, parce que l'Église lui avait dit que de toute façon, c'était des cercles. Hein, forcément, c'est Dieu qui avait créé ça, donc il avait créé un monde parfait, et la perfection des trajectoires, c'est le cercle. Donc ça ne pouvait pas être une ellipse. Manque de bol, ça a été une ellipse. Ça, c'était un premier coup porté quand même aux oukases de l'Église. Bon, donc première ellipse expérimentale, complètement expérimentale, Kepler. Deuxième ellipse, Newton. Un jour, Halley est venu voir Newton et lui a demandé « Est-ce que vous sauriez quelle est la trajectoire d'une planète qui serait soumise à une attraction du Soleil avec une loi en 1 sur R2 ? Est-ce que vous sauriez ?» Je pose ce problème de cinématique. Je prends une planète donc attirée par le Soleil avec une loi en 1 sur R2. En 1 sur R2, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire ici, avec déjà évidemment les étudiants. Donc une loi inversement proportionnelle au carré de la distance. Si la planète est 2 fois plus loin, ça veut dire que la force d'attraction est 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois plus faible. Bon. Et Newton lui répond « Oui, je le sais ». Il avait développé des équations, enfin en quelque sorte, une méthode mathématique qu'il appelait la méthode des fluxions, qui lui permettait de résoudre ce problème-là. Il a dit « Oui, je le sais, ce serait une ellipse ». Et je dis que, voilà, la science moderne est née ce jour-là, à ce moment-là, parce qu'il retrouvait l'ellipse de Kepler. Bon, il en avait peut-être entendu parler, mais je peux vous assurer à 200% que Newton n'a pas créé sa théorie pour expliquer l'ellipse de Kepler, évidemment. Et quand Kepler a trouvé son ellipse, il ne connaissait pas les travaux de Newton, puisque il ne les avait pas encore publiés. Ouais, ben oui, donc voilà. Donc il y a vraiment 2 choses complètement séparées, et ça, il le faut le conserver apparemment. Encore une fois, c'est l'histoire qui l'a montré. Alors, bon, il faut toujours une observation. Alors il me vient, bon, je le dis tout de suite, parce que c'est un truc qui me... l'un de mes dadas, si vous voulez, mais une des choses contre lesquelles je me bats, oui, parce que les gens qui vous parlent de multivers, par exemple, vous savez ce que c'est? Bon, ben figurez-vous, ce sont des univers qu'on ne veut pas observer.
Donc, pour moi, il y a un problème. Il y a une espèce... je n'accepte pas, si vous voulez, qu'on puisse dire que ce que les têtes d'œuf des chercheurs, comme dirait le canard enchaîné, pondent, eh ben, elles ont un rapport avec la réalité. A priori, elles n'en ont pas. Il faut essayer d'établir un rapport avec la réalité. Mais des multivers, si vous ne pouvez pas les observer, vous pouvez effectivement continuer à en parler et faire des théories dessus. Voilà. Bon. Alors... Donc c'est ça que je veux vous raconter aussi aujourd'hui. C'est que le miracle de la rencontre entre théorie et observation se reproduit une seconde fois. Une seconde, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu de troisième, sinon ce serait deuxième, mais il n'y en a pas eu d'autre, entre théorie et observation. Alors vous voyez que théorie, c'est Albert Einstein, et observation, c'est Hubble, pour l'histoire de la découverte de l'expansion de l'univers et du Big Bang. Voilà. Il y avait un côté observationnel et un côté théorique. Et vous allez voir que sans l'un, eh ben, l'autre, voilà, il fallait les deux pour terminer cette théorie qu'on appelle maintenant la théorie du Big Bang. Alors l'histoire commence avec, figurez-vous, le catalogue de Messier. Donc vous voyez les années de Messier. Et ce catalogue a été fait lors du retour de la comète de Halley en 1759. Alors pourquoi ? Le retour de cette comète avait une importance de Halley, donc le même Halley que je citais tout à l'heure, avait une importance considérable. Pour vous résumer rapidement, donc il y avait des calculs, la comète de Halley revenait à la bonne date et la théorie de Newton était juste. La comète revenait trop en avant, enfin revenait à une mauvaise date, et la théorie de Newton était fausse. Alors la théorie de Newton, vous savez qu'elle était admise d'un côté de la Manche, mais pas de l'autre. Évidemment, c'est les Français qui étaient violemment contre. Ce qu'ils ne supportaient pas, et d'ailleurs qui n'est toujours pas réglé avec la science moderne, c'est cette espèce d'action à distance, si vous voulez. Ils ne pouvaient pas imaginer, les Français. C'est le côté un peu ingénieur là, Descartes. Il fallait des mouvements, qu'il y ait une attraction entre un soleil et la Terre, par exemple, qui était située beaucoup plus loin, avec le vide entre les deux. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait une attraction. C'était ça le problème, si vous voulez, fondamental. Donc on observe le retour de cette comète qui est super important. Comment est-ce qu'on reconnaît une comète ? Eh bien, il faut que ce soit un objet diffus, nébuleux, et puis qu'il se déplace dans le ciel. Alors il ne se déplace pas comme ça à toute allure, il se déplace d'une nuit sur l'autre, il va se déplacer. Donc il faut regarder une nuit, l'objet nébuleux, et regarder s'il est au même endroit le lendemain ou pas. Donc Messier observe le premier objet, là, et regarde, il se dit, ouais, c'est peut-être la comète. Manque de vol, là, il l'observe le lendemain, elle était toujours rouge. Quelques jours après, cet objet était toujours au même endroit, donc ce n'était pas la comète de Halley. Alors comme il était sympa, il a dit, pour qu'il n'arrive pas pareil mésaventures à mes collègues, et puis pour moi aussi, je vais faire un catalogue de tous les objets qui ne sont pas des comètes, justement. Donc vous avez dans le catalogue de Messier les objets nébuleux, évidemment, qui ne sont pas des comètes. C'est un catalogue, si vous voulez, des non-comètes. Alors ce catalogue, pourquoi je dis que l'histoire commence là, c'est que ces objets, donc vous voyez, il y a des tas d'objets qui contient d'ailleurs, ce catalogue contient les objets préférés des astronomes amateurs. Tous les objets sont là. Et vous remarquez qu'il y a des objets de formes diverses, des nébuleuses planétaires, ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires. Et là-dedans, vous remarquez qu'il y a ici des objets nébuleux sous forme de spirale. Et tout le problème, toute l'histoire va commencer là, donc premier chapitre. Quelle est la nature de ces nébuleuses spirales ? Eh bien, figurez-vous que c'est un problème, on va voir que la solution n'a pas été trouvée tout de suite, qui se posait en 1920, voilà, pardon, qui a constitué ce qu'on appelait le grand débat. Et regardez l'enjeu du débat, il est absolument énorme aux dimensions de l'univers. C'est l'univers qui est en jeu quand on pose cette question-là.
Alors on va en parler de l'univers maintenant, on parle allègrement de POF, du Big Bang, etc. Mais l'origine, elle est là. Ça commence en 1920, enfin on va voir la date exacte où on va commencer et savoir. Eh bien, il y a deux écoles, si vous voulez, qui s'affrontent. Donc, enfin, deux points de vue, disons, à cette époque-là, on discutait. Le point de vue de Shapley, donc, ces nébuleuses spirales du catalogue de Messier, ce sont des objets relativement proches, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur de la Voie lactée. Et deuxième point de vue, défendu par Curtis, non, ce sont des objets extérieurs à la Voie lactée. Et voilà. Alors, je dis que c'est l'univers qui est en jeu parce que dans la vision de Curtis, eh bien, il y a des univers îles, on appelait ça à l'infini, enfin, par extrêmement nombreux, alors que dans la vision de Shapley, écoutez ça, dans la vision de Shapley, le monde se résumait à la Voie lactée. Le monde, c'était la Voie lactée. Voilà. Alors, qui a raison, qui a tort? Eh bien, il faut faire des mesures de distance. Et pourtant, il faut mesurer la distance des étoiles. Alors, pour mesurer la distance des étoiles, il faut connaître leur éclat intrinsèque. Je dis toujours comme exemple, si vous voyez une lueur sur une colline, alors ici, il n'y a pas beaucoup de collines. Hein. Alors, je sais pas, bon, allons au bord de la mer, et vous voyez loin dans la mer, sur une île, une lueur. Est-ce que vous pouvez mesurer la distance de cette île? Alors, la réponse est oui, si vous connaissez la nature de la lumière. C'est-à-dire si vous savez que c'est un phare de voiture, ou si c'est une lampe de 1000 watts, 2000 watts, etc. Au contraire, c'est une bougie, je ne sais pas. Si vous connaissez donc l'éclat, si vous voulez, intrinsèque de l'objet qui éclaire, vous avez évidemment la solution du problème, sachant qu'on a encore une loi en 1 sur R2, c'est-à-dire que vous passez votre lumière à 1 km et vous regardez la lumière que vous recevez. Si vous l'éloignez par un facteur 2, ben votre lumière reçue diminuera d'un facteur 4, etc. Donc vous avez une mesure de distance si vous connaissez l'éclat intrinsèque. C'est exactement pareil avec les étoiles. Il faut connaître l'éclat absolu, qu'on appelle ça l'éclat absolu des étoiles. Si on connaît l'éclat absolu, en principe, on a gagné. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, sinon je citerai quand même une personne qui a eu un rôle considérable, justement dans cette chasse à la luminosité des étoiles, qui est Henrietta Leavitt. La détermination de cette luminosité absolue a été possible grâce à la relation de Henrietta Leavitt, qui étudiait, bon, peu importe, si vous voulez, s'il y a des questions, on pourra en parler, qui étudiait des étoiles variables, qui sont des céphéides, et qui a réussi à déterminer la luminosité absolue des étoiles. Donc elle aurait mérité le prix Nobel, mais enfin bon, déjà c'est une femme, donc attention, et boulot, donc pas question. Et puis en plus, le prix Nobel n'est pas attribué à titre posthume. Et en plus, elle est morte quand même assez jeune, c'est-à-dire que quand le jury Nobel s'est réveillé, ben, elle s'était endormie à jamais. Voilà. Donc, résultat de l'histoire. 23 novembre 1924. Vous avez la date exacte du début, on va dire, du Big Bang, si vous voulez, de l'histoire du Big Bang. Il y a un article dans le New York Times. Donc il n'y a pas que des histoires d'hôtels. Dans le New York Times, j'ai reçu là, cette photocopie de l'article qui dit que effectivement, c'est la vision de Curtis qui est valable, c'est-à-dire que Hubble confirme que la nébuleuse d'Andromède, qui était l'objet 31 du catalogue de Messier, est extérieure à la Voie lactée. Voilà. Et du coup, si vous voulez, cette nébuleuse d'Andromède est une galaxie parmi d'autres, et du coup, la dimension de l'univers s'accroît presque indéfiniment. Alors, ça veut dire qu'on ne sait toujours pas si c'est 2,5 ou 3 millions d'années. Donc, premier exemple de ce que je vous dis tout à l'heure, on ne connaît pas de façon exacte la distance des galaxies.
On ne sait pas déterminer la distance de la plus proche des galaxies. Alors, quand on me parle de distance des galaxies situées à des milliards d'années de lumière, bon, ben voilà, j'ai des doutes. Enfin, c'est pas que j'ai des doutes, je sais que c'est complètement faux, quoi. Voilà, c'est tout. Une question de précision qu'on n'a pas. Bon, il ne faut pas en faire un drame. Je ne dis pas que les astrophysiciens sont des nouilles, qui ne savent pas quoi faire. Non, le problème est difficile, on ne sait pas le résoudre. Bon, voilà. Donc, à jamais, on ne saura jamais bien mesurer la distance des galaxies et des étoiles. Parce que pour mesurer la distance des galaxies, il faut mesurer la distance des étoiles. Donc, on en revient aux étoiles. Et quand on vous dit qu'on va cartographier notre galaxie avec une grande précision, ben c'est tout simplement faux. Tout ça parce qu'on ne sait pas. La raison est complètement simple, c'est qu'on ne sait pas déterminer. Vous revenez 2 diapositives en arrière, on ne sait pas déterminer la luminosité absolue d'une étoile. Alors les théoriciens, ils vont vous dire qu'ils le savent, mais bon, c'est pas vrai. Alors, voilà, je voudrais juste dire ça. Bon, si on en parle, on peut en parler. Si on n'en parle pas, on n'en parle pas. C'est un truc qu'on entend peu aussi, donc là, vous l'entendrez ici. Si vous voulez, du coup, enfin, depuis 1924, là, on a une échelle du monde qui est complètement, je dirais, le terme qui convient pour moi, c'est inconcevable. On ne peut pas s'imaginer ça. Donc là, vous avez une vision du ciel telle qu'on peut le voir sur Terre. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais dit « essayez d'imaginer que ». Et là, je vous dis « n'essayez pas d'imaginer que ». Il faut dire que chaque petit point que vous voyez, ici, je ne sais pas moi, bon, ça va être une galaxie. Enfin bon, ça c'est clairement une galaxie. Et là-dedans, vous avez 10 milliards d'étoiles, 100 milliards d'étoiles. Alors c'est des chiffres qui sont vrais, à mon sens, mais vous ne pouvez pas l'appréhender, le concevoir. Donc pour moi, c'est inconcevable. Alors, de façon un petit peu philosophique, ou je sais pas, ou religieuse, ou tout ce que vous voulez, pour moi, encore une fois, on peut en discuter, ça m'interpelle. Ça veut dire que contrairement aux idées reçues et aux idées qui sont ressassées, aux idées que je qualifierais d'idées à la mode, ça vous l'entendez, le monde est fait pour nous. Je trouve que c'est difficile de le prétendre. Voilà, un monde, si vous voulez, qui est complètement démesuré par rapport à ce que nous sommes. Ça, ça c'est un fait. On ne peut pas le remettre en question. Voilà. Alors, la deuxième découverte, donc, qui va nous amener tout doucement au Big Bang, c'est que Hubble découvre que toutes les galaxies s'éloignent de la nôtre. Justement, pas la nébuleuse d'Andromède, mais enfin, en gros, toutes les galaxies s'éloignent de la nôtre. Et ça, c'était un fait qui était complètement incompréhensible à l'époque. On ne pouvait pas imaginer que notre galaxie était en quelque sorte, on va dire, au centre de l'univers et que toutes les galaxies la fuient. Donc ça, c'était proprement inconcevable. D'ailleurs, à l'époque, dans les articles qu'on lit de l'époque, on trouve rarement le terme de vitesse. C'était pseudo-vitesse. On inventait une pseudo-vitesse parce qu'on disait, attendez, c'est impossible que toutes les galaxies s'éloignent de la nôtre. Voilà. Et alors là, on est en pile dans ce que je disais tout à l'heure. Ce fait, il restait donc, si vous voulez, en quelque sorte, inexpliqué, inexplicable. Mais il y avait effectivement, à la même époque, donc Einstein qui avait élaboré une nouvelle théorie de la gravitation. Et dans cette théorie de la gravitation, eh bien, le monde n'avait pas une taille fixe, la taille augmentait avec le temps. Et curieusement, Einstein, oui, ne croit pas à l'expansion que ces équations prévoient. Bon, il faut dire qu'il a on va lui dire qu'il a des excuses, allez, quand même. Parce qu'à l'idée, maintenant, on s'est fait à l'idée que le monde est en évolution, on va dire. Et à l'époque, c'était impensable que le monde soit en évolution, et en plus, non seulement en évolution, mais qu'il soit en expansion. Alors, et voilà, c'est là où 2 personnes jouent un rôle. Ils ont été peut-être plus astucieux, enfin, peu importe. Ils ont été meilleurs cosmologistes, si vous voulez. Qui vont montrer que l'univers est un univers de Big Bang. Alors j'ai vu que justement dans tous les livres qui sont présentés, il y a le livre qui est fort bien fait de l'invention du Big Bang, justement par Jean-Pierre Luminet, et qui justement remet à leur juste place Friedman et Lemaître.
Alors Friedman, c'est quand même un cosmologiste soviétique, c'est le premier qui a résolu de façon exacte les équations justement d'Einstein, de la relativité générale, pour un univers le plus simple possible. Et en fait, pour tout dire, ce que je vous raconterai tout à l'heure, ce que je raconte en ce moment, c'est en fait ce que j'appelle l'univers de Friedman. Voilà. Alors vous pouvez aller lire l'article sur l'univers fini de Friedman sur Wikipédia. C'est moi qui l'ai écrit, donc il est bien. Voilà, ça va. Il n'a pas été trop tripoté. Voilà, on ne le trouve pas tellement. On vous parle d'autres univers, mais celui-là, et en fait, c'est le seul qui soit physique et qui ait un rapport avec la réalité. C'est tout ce qu'on demande d'un modèle. Hein. Bon, le maître, il a eu une importance aussi très forte à l'époque, donc vous pouvez le lire encore une fois dans le livre de Luminé, en ce sens qu'il a fait intervenir un nouveau paramètre qui est le paramètre température, qui n'était pas, si vous voulez, dans la discussion. Là, on a parlé de dimension, d'augmentation, de dilatation des distances, et le maître disait, mais attention, si l'univers était très petit au début, alors l'univers très petit au début, je m'explique rapidement, comme il est en expansion, s'il est en expansion, ça veut dire qu'il était très petit au début, très condensé. Donc c'était déjà l'idée de Big Bang qui apparaissait. Mais le maître dit, s'il était très petit, il était en même temps très chaud. Et ça, c'était la génialité de son propos. Donc, on appelait ça à l'époque la théorie de l'atome primitif. Et il a défendu cette idée-là, un petit peu envers et contre tous. Et donc, ça a été l'idée de génie. Bon, il n'est pas seul, mais enfin, disons qu'il était représentatif de cette idée-là. Et donc, mort en 1966, ça a une certaine importance. Vous allez le voir. Et il a dit, mais si, enfin les astronomes disent à cette époque, certains, pas tous, mais lui disait, si l'univers était très chaud, il doit rester à notre époque un reliquat du rayonnement primitif, mais ce rayonnement, il a été émis avec une grande température, il doit être beaucoup plus froid. Il disait ça. Et bingo. Normalement, voilà. Bingo. En 1965. Vous avez entendu parler de ça. C'est la découverte justement de ce rayonnement que le maître et les autres astronomes attendaient, plus ou moins fortuite, on va dire fortuite, de ce qu'on appelle le fond cosmologique diffus, qui, pour résumer les choses rapidement, est justement la lumière des premiers rayonnements de l'univers qui nous apparaissent et qui est beaucoup plus froid qu'au départ. Donc c'est un rayonnement centimétrique, enfin, et qui a été découvert par de techniciens là, qui étalonnaient une antenne, justement. Et ils trouvaient, sur cette antenne, qu'il y avait un bruit de fond qu'ils n'arrivaient pas à éliminer. Donc bien nettoyer, les fientes des oiseaux, etc. Voilà. Et puis ce bruit de fond, il existait toujours. Et il y avait des astronomes qui étaient sur le coup à une centaine de kilomètres de là et qui ont dit ça va, on s'est fait piéger, on s'est fait avoir. Ils ont découvert le fond cosmologique avant tout. Voilà. Alors vous avez vu que je vous ai dit le maître est mort en 1966, excusez-moi. Et vous voyez que la découverte date de 1965. En fait, le maître l'a appris alors qu'il était sur un lit d'hôpital en train de mourir, donc sur son lit de mort, si vous voulez, à l'hôpital. Et il a dit, voilà, donc j'avais raison, et il a pu mourir en paix, n'est-ce pas? Il est mort en sachant que sa théorie était bonne, voilà. Alors, ça, je vais en parler un petit peu, on va voir. Si vous voulez qu'on en discute, on verra. Il n'y a aucune découverte majeure depuis, ça c'est ce que je dis moi. Bon, vous ne le trouverez pas, effectivement, vous ne l'entendrez pas ailleurs. Mais j'y peux rien. S'il y a une découverte majeure, il faut me dire laquelle. Et la science est-elle en panne? Oui. Alors, je voudrais dire l'univers, justement, ce qu'il est, avant de passer à ces questions, d'autres questions. Bon, on pourra discuter de ce que vous voulez après. Donc, qu'est-ce que c'est que l'univers de Friedman? Eh bien, il est important de dire quand même que c'est un univers qui n'a pas d'extérieur. Ça, c'est un peu difficile à concevoir, mais c'est comme ça. C'est un univers qui est fini,
forcément, l'infini, ça n'existe pas en physique. Fermez la parenthèse. Et c'est un univers qui est fini, mais qui n'a pas de limite. Alors, on peut difficilement le visualiser. D'ailleurs, par définition même de la courbure, on ne peut pas le visualiser, justement, dans notre espace. Mais il y a une image qui peut aider à appréhender la situation telle qu'elle est. L'image, c'est des fourmis que vous pouvez imaginer à la surface de la Terre. Si vous les laissez tranquilles, elles peuvent parcourir toute la surface de la Terre, aller se promener où elles veulent, explorer donc toute la Terre. Donc elles explorent un espace fini, toutes les fourmilières. Voilà. Et jamais elles ne rencontreront de limite. Il n'y a pas de limite, sauf si vous mettez quelque chose en plus. Il n'y a pas de limite, donc c'est typiquement un espace fini et sans limite. Alors vous allez me dire, bon, là on peut le visualiser, on peut comprendre. Nous, évidemment, c'est un peu plus difficile parce que on est dans un espace à 3 dimensions cette fois-ci, et malheureusement, je n'ai pas de 4e dimension. Ça, moi, j'y peux rien. Alors, cependant, l'image est parfaitement la même, c'est-à-dire que dans notre espace maintenant, qui est un espace courbe, à 3 dimensions, il est courbe, oui, il a 3 dimensions toujours, il est courbe, c'est-à-dire qu'on peut aller partout, si on avait le temps. Bon, en fait, on n'a pas le temps, parce que l'univers est un peu grand, et on n'a pas le temps de le faire, mais si on avait le temps, eh bien, on pourrait aller partout, et jamais on ne rencontrerait de limite. Alors, je dis tout de suite, si vous voulez, que conceptuellement, c'est quand même finalement plus facile qu'il n'y ait pas de limite. Parce que s'il y avait une limite, ça c'est une question que les philosophes se posaient depuis toujours, s'il y a une limite, c'est quand même un peu incohérent. Hein, on ne va assez le monde et de l'autre côté, après au-delà de la limite, ce qu'il y a. Donc voilà, là c'est parfait, complètement cohérent, complètement physique, l'univers est fini, il n'a pas de limite. Difficile d'imaginer justement un univers fini sans frontières, si vous voulez. C'est ça que je veux dire là. Je l'ai mal dit peut-être. Hein. Voilà, parce que oui, c'est. Oui, ben, je ne sais pas. Non, mais c'est possible dans la formulation. Notre univers est fini, mais oui, et pourtant il est sans frontières, si vous voulez. Oui, parce qu'un univers fini, vous allez tout de suite dire, bah, il a une limite. Vous voulez, avec notre vision des choses, qui est un espace, justement, on raisonne dans notre espace qui est un espace, on prend le terme mathématique, qui est plat. Donc, a priori, ça paraît insensé, si vous voulez, incohérent, de dire que votre univers est fini et qu'il n'a pas de limite. Or, c'est ça que je dis. Voilà. Enfin, l'univers de Friedman, c'est ça. L'univers qui satisfait aux équations Einstein, c'est celui-là. Alors je dois dire aussi, bon, il y en a quand même qui ont fait des mathématiques un peu, que mathématiquement c'est infiniment simple, parce que justement, un espace à 3 dimensions, 4 dimensions, etc., une sphère à 4 dimensions, si vous voulez, jouons justement, prenez un enfant de 3 ans, l'équation d'un cercle, c'est x1 au carré plus x2 au carré égale à 2, rayon A. L'équation d'une sphère, c'est x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus x égale à 2. Sphère à 4 dimensions, x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus x4 au carré égale à 2. Sphère à 6 dimensions, hein, x1 au carré plus x2 au carré plus x5 au carré plus x6 au carré égale à 2. Donc mathématiquement, si vous voulez, ce concept-là, il est beaucoup plus facile à appréhender. Donc voilà, pour dire ça. Mais effectivement, quand on cherche à se le représenter, ben, on n'a pas de 4e dimension spatiale, donc on ne peut pas, si vous voulez, le voir. Mais bon, la courbure, il y a des moyens de l'appréhender autrement. Voilà. Mais si vous voulez, a priori, c'est quelque chose qui apparaît impossible d'avoir en même temps un espace fini et sans frontières. C'était le sens de mon pourtant. Voilà. Alors voilà, ben, vous avez maintenant, tout à l'heure, on se demandait ce qu'il fallait mettre dans le papier que j'ai signé. En fait, l'âge du Big Bang au Big Crunch, c'est 550 milliards d'années. Voilà. Donc, il y a le Big Bang, comme vous voyez, et puis après l'expansion
qui est en train de ralentir, l'expansion n'est pas accélérée, elle ralentit dans l'univers de Friedman, et après elle se transforme en recontraction jusqu'au Big Crunch, avec un mouvement inverse de l'expansion initiale. Alors, j'ai marqué pas de cycle, car pas de temps absolu. Vous allez lire partout, même chez les plus grands vulgarisateurs, en face de cette courbe qui est une cycloïde, qu'il va y avoir un cycle. Eh bien, ce n'est pas possible. Je vous dis tout de suite pourquoi. Il ne peut pas y avoir de cycle parce que il n'y a pas de temps absolu. Alors, je vous avais dit que je vous résumerai la relativité générale là, en une phrase. Alors, le résumé est le suivant. L'histoire est peut-être vraie, elle est peut-être fausse, peu importe, mais des journalistes auraient demandé à Einstein comment, pour nos lecteurs, vous ne pourriez pas nous résumer la théorie de la relativité générale. Et il l'a résumé. Donc je vous livre la réponse. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, voilà, sont des entités qui ne peuvent pas exister séparément l'une des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière absolue, il n'y a pas de temps absolu, il n'y a pas d'énergie absolue. Surtout ici, il n'y a pas de temps absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps divin, voilà, super physique, qui coiffe tout notre temps. Autrement dit, et ça Jean-Pierre Luminet le dit très bien, on ne peut pas dire que le Big Bang est apparu à un moment et à un endroit déterminé. Ça, c'est complètement, j'allais dire idiot, c'est pas idiot, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si vous dites qu'il est apparu à un moment, ça veut dire qu'il y avait un temps avant. Enfin, avant, le sens avant. Donc, il y avait un temps absolu. Donc, on ne peut pas inclure cette histoire de l'univers qui est au tableau. Vous ne pouvez pas l'inclure dans un temps, je vais dire divin, carrément, qui est au-delà de votre physique. Le temps, il commence au Big Bang, il s'arrête au Big Crunch et ça ne fait rien, l'histoire est finie. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un temps absolu, disons divin encore, métaphysique, un temps dans lequel le cycle va recommencer. C'est aussi simple que ça. Donc, si on reste fidèle à la théorie de la relativité générale, pour ce que je suis, voilà, vous êtes obligé de conclure qu'il n'y a pas de cycle. Bon, contrairement à ce qu'on peut entendre. Alors, voilà quelques petits chiffres quand même pour notre univers. Pour dire justement qui définit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... je vous laisse lire la galaxie, 200 milliards de soleils. Ça, c'est un peu discuté, quoi. La distance de la galaxie d'Andromède, j'en ai dit ce que je voulais en dire. La constante de Hubble, vous savez que c'est un chiffre qui mesure la distance de récession, la vitesse d'expansion sous les des galaxies. Et c'est la vitesse d'une galaxie qui serait distante de 1 mégaparsec. Alors, mégaparsec, j'aime pas beaucoup cette distance, mais c'est quand même l'ordre de grandeur, cette unité, l'ordre de grandeur des distances entre galaxies, justement. L'âge actuel de l'univers, là, je suis assez d'accord, mais j'y mets pas 15 décimales, 15 milliards d'années. La distance instantanée anticentre, alors ça, c'est un nombre sur lequel on tiquait quelques étudiants, là, un jour où j'étais à Grenoble, qui disaient que 125 milliards d'années, j'arrête l'univers, je stoppe l'expansion, et le point le plus lointain, la galaxie la plus lointaine, qui est située au point qu'on appelle l'anticentre, elle est à 125 milliards d'années. Et ils m'ont dit, mais comment un univers, au début, évidemment, toutes les galaxies étaient ensemble, comment se peut-il qu'en 15 milliards d'années, il y en a une qui soit allée jusqu'à 125 milliards d'années ? Alors, je n'ai pas tout de suite perçu justification de cette question qui était juste, mais la réponse, c'est qu'effectivement, la vitesse d'expansion a dépassé la vitesse de la lumière, forcément. Mais ça, ce n'est pas interdit, parce que la vitesse d'expansion n'est pas une vraie vitesse, si vous voulez, de déplacement des galaxies dans l'univers, sur l'espace, si vous voulez. Il faut distinguer entre vitesse d'expansion et vitesse dans l'espace. Bon, la comparaison du cake au raisin, c'est la meilleure, si vous voulez, quand vous prenez un cake au raisin, que vous le faites gonfler, si les raisins se déplacent les uns par rapport aux autres, c'est une vitesse qui se retrouve tous au même endroit. Mais si la pâte gonfle, à ce moment-là, les raisins restent au repos, si vous voulez. Voilà.
Bon, donc 125 milliards d'années, ça veut dire qu'effectivement, la vitesse d'expansion était supérieure à la vitesse de la lumière, peu importe. La masse totale de l'univers, eh ben voilà, je vous la donne, 5000 milliards de galaxies. Et le volume actuel, 10 puissance 87 cm3. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le rapport des deux. Que les astrophysiciens ont la très mauvaise habitude, mais enfin bon, peu importe, d'appeler densité. Alors ça fait hurler les personnes un petit peu, voilà, je sais pas, des physiciens qui sont pointilleux. Une densité, c'est un nombre sans dimension, mais eux, ils emploient de densité, donc continuent à employer une densité pour, en fait, masse par unité de volume. Alors, quand on fait le rapport des deux, on obtient un nombre incroyablement petit, mais qu'on peut retenir, justement. Notre univers actuel, si on mettait tous les atomes en vrac, il y en aurait un par mètre cube. Un atome par mètre cube. Donc ça veut dire que l'univers, en fait, est incroyablement vide en moyenne. Alors c'est pas du tout ça la réalité, évidemment. La réalité, c'est qu'il y a la Terre, il y a les étoiles qui sont beaucoup plus denses, disons pour employer le même mot. J'ai donné la durée totale d'existence du Big Bang au Big Crunch, donc 550 milliards d'années, qui ouvre des problèmes métaphysiques, parce qu'en fait, voilà, c'est pas ce qu'on fait là-dedans, ça n'a aucun rapport avec notre existence, si vous voulez, pour dire les choses rapidement. Et ce dernier chiffre que j'adore, qui me fascine complètement, c'est que bon, les galaxies, tout tourne de toute façon dans l'univers. Tout. Et donc dans notre galaxie, la galaxie, elle tourne, les étoiles tournent, et elles tournent autour du centre, au voisinage du Soleil. Le temps de rotation, si vous voulez, est de l'ordre de 250 millions d'années. Au voisinage du Soleil, voilà. Alors pourquoi ce nombre me fascine? Parce que la Terre, elle a combien? On le sait depuis qu'Einstein a inventé E égale mc2, parce que vous savez qu'au début du XXe siècle, il y avait un problème entre le temps des géophysiciens qui voulaient des milliards d'années, après Darwin, etc. Il fallait quand même du temps pour faire les sédiments. Et les astrophysiciens, ils arrivaient à 1 milliard d'années, ils ne pouvaient pas proposer mieux. Mais on sait maintenant que la Terre, elle a, disons, je ne sais pas, vous le savez aussi bien que moi, on va dire 4 milliards d'années, mettons 5 milliards d'années, 4 milliards d'années. Bon, ça veut dire que depuis que la Terre est formée, donc c'est ça qui me fascine complètement, 250 millions d'années, ça veut dire qu'en 1 milliard d'années, elle a fait déjà 4 fois le tour de la galaxie. Si ça fait 5, elle a fait 20 fois le tour de la galaxie, peut-être la Terre depuis qu'elle est née. Et ça veut dire forcément que cette Terre-là, depuis qu'elle est née, elle a vécu des événements mais complètement ahurissants, différents. Ça veut dire qu'elle est passée à côté de supernovae, elle a traversé des nuages noirs ou des nuages contraires pas noirs. Et voilà. Et ce qui me fascine, c'est que je me dis que peut-être, si vous voulez, je dis attention, l'apparition de la vie est peut-être due à un effet complètement, évidemment, imprévisible d'imprévisible. Voilà. Mais ce voyage de la Terre, là, durant toute sa formation, à travers, je vous dis, des conditions physiques délirantes, ça me fascine. Voilà, alors maintenant, je vais un peu dire ce qu'il ne faut pas faire, mais je vais rapidement le dire parce que, bon, soit on en discute ou pas. L'univers qu'on vous présente maintenant, partout, hein, c'est un univers dit de concordance, où vous voyez que, pour moi, il n'a aucun sens, parce que, premièrement, il y a des chiffres qui sont exacts. Donc, on vous donne, par exemple, un âge de l'univers de 13,75. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je dis, l'astrophysique est une science d'ordre de grandeur. Donc, forcément, on n'est pas au centième de milliard d'années près. Enfin, c'est plus que ridicule, si vous voulez, c'est faux. C'est de la poudre jetée aux yeux. Donc voilà. En plus, le modèle, on ne sait pas s'il est fini ou infini. Là, les gens le disent, on ne sait pas trop, il serait plutôt justement juste entre les deux. Bon, ce qui n'a encore une fois aucun sens physique. Donc l'infini n'est pas une notion physique. L'infini, si vous voulez, n'a aucun rapport avec la réalité. Encore une fois, si vous voulez des exemples, on pourra en donner, si ça vous empêche de dormir. Et puis, vous avez ces substances rocambolesques que sont
l'énergie noire, là, et la matière noire. Je passe à la suivante. Il faut voir l'absurdité de ce que j'appelle, bon, c'est en dessous, l'arnaque de la matière noire et de l'énergie noire. Selon donc les modèles actuels, qui sont contestés puisqu'on dit que c'est contesté par personne, sauf par moi, on peut le regretter, on peut se poser des questions quand même. Eh bien, l'univers serait fait à 85% de matière noire et d'énergie noire. C'est-à-dire que ce que nous voyons, les belles étoiles que vous voyez, et puis ça, voilà, hein, les tables, les bureaux, les chaises, etc., la matière ordinaire, on va dire les étoiles, etc., ça ne serait que 5% de l'univers. Donc c'est quand même gros. Je suis complètement d'accord que ce n'est pas un argument pour dire que c'est faux, mais même le justifier, parce que faire passer un truc comme ça, d'accord, je donnerai d'ailleurs un exemple tout à l'heure. Donc en face, ben, voilà ce que l'univers est, ce que l'univers pour moi n'est pas. Alors voilà, on va démarrer cette vidéo. J'ai trouvé ça cette semaine justement. C'est Guillaume Cana qui l'a. Alors, vous allez voir cette vidéo, qui est une simulation faite par les astronomes patentés, sérieux, de l'Observatoire de Paris en particulier, de la formation de la galaxie d'Andromède, dont nous parlions tout à l'heure. On a trouvé la distance en 1924. Donc une simulation, donc il y aurait eu des passages répétés, une collision entre galaxies, parce qu'il y a des collisions entre galaxies. Ça, c'est sûr, on en découvre tout le temps. Bon, alors je la refais passer et pourquoi c'est le comble de l'incohérence. Et voilà, alors. Alors, le comble dans l'incohérence, c'est la suite de ce qui précédait. C'est les 95% et les 5%. Il s'agit d'une simulation donc faite à l'observatoire. Et curieusement, c'est là où je parle d'incohérence maximum, curieusement, il n'y a pas de matière noire là-dedans. Il faut savoir qui se moque de qui là-dedans en ce moment. Moi, j'ai la réponse. Vous pouvez conclure vous-même. C'est-à-dire qu'on vous dit d'un côté, on vous affirme plutôt qu'il y a 95% de matière et de la matière noire exotique, etc., qui a une influence sur la gravitation. Et quand vous faites une simulation, alors ce n'est pas les mêmes astronomes, je suis d'accord. Il peut y avoir des bons et des mauvais, je ne sais pas, mais c'est complètement incohérent. Dans cette simulation, il n'y a pas de matière noire. Voilà. Donc c'était tout simplement ça que je voulais dire. Donc c'est un argument encore. Alors, je ne sais pas si je donne rapidement, et puis on discutera après pour ceux que ça inquiète. Je donne rapidement les raisons qu'on peut développer. L'argument en faveur de la matière noire, le premier qui a été donné, c'est que les galaxies tourneraient par rond. Il y aurait les vitesses à l'extérieur de la galaxie seraient trop fortes. Mais il n'existe aucune étude sur leur structure des galaxies. S'il y a un problème, il faut essayer de le résoudre. La vitesse des galaxies dans les amas serait trop forte aussi. On aurait besoin de masses manquantes. Donc c'est les fameux articles de Zwicky, il y a bien longtemps. Et la vitesse de l'expansion accélérée, mais j'ai dit qu'on ne sait pas mesurer de façon exacte la vitesse d'expansion. D'une part et d'autre part, on ne sait pas mesurer la distance des galaxies. On ne connaît pas il est plus lointain. Alors sur la rotation justement des galaxies, j'ai quelque chose à montrer tout simplement. Pour une fois, il y a des images. Donc les galaxies, on vous dit, donc c'est la matière noire, que les galaxies tournent trop vite à l'extérieur. Enfin, les galaxies extérieures tournent trop vite. Alors je voulais vous montrer ça. Là, c'est une galaxie en rotation. Et cette rotation est indétectable. Ça, c'est une diapo. Je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais pourquoi elle est indétectable? Parce qu'en astronomie, on ne détecte
on ne détecte que des vitesses le long de la ligne de visée. L'effet Doppler, Doppler-Fizeau, mais pas l'effet transversal. Donc, les étoiles qui tournent transversalement, vous ne voyez pas la rotation de cette galaxie. Elle n'est pas mesurable. Donc, vous voyez la rotation, le dessin, mais vous ne pouvez pas mesurer. Bon, et puis si vous prenez une galaxie au contraire vue par la tranche, là, bon, ben, d'accord, seulement c'est beaucoup plus difficile à interpréter, parce que le long d'une ligne de visée, vous avez tous les éléments des galaxies. Donc, pour déterminer quelle est la profondeur à laquelle il y a telle vitesse, c'est difficile. C'est un problème courant avec les étoiles. Quand vous pointez un rayon dans une étoile, si vous voulez, vous ne savez pas à quelle profondeur vous atteignez. Quelle profondeur vous atteignez. Et puis en plus, eh ben, on vient de le voir, les galaxies sont en collision. On parlait de vitesse de rotation des galaxies. Les fantaisies coûtent extrêmement cher. Ça, c'est facile à illustrer. Ça m'a frappé quand même. Toutes les dépenses d'astrophysique coûtent très cher. C'est de l'ordre du milliard d'euros. De l'ordre du milliard. Donc plus, éventuellement. Vous avez ce qui va remplacer le télescope de Hubble, là, en bas, le JWST, qui est à 1 milliard d'euros. Alors que le télescope de Hubble, ben, il vous a fourni ça, et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a aucune découverte majeure depuis 1965. Donc vous pouvez construire Hubble, vous pouvez construire un super Hubble, mais super Hubble, eh ben, il n'a rien trouvé. Donc il a fait de très très belles images, ça va, qui nous font croire que justement, c'est un peu dangereux parce que l'univers nous appartient, que l'univers est à notre portée, qu'il est beau. En plus, l'univers n'est pas beau, hein, c'est nous qui disons qu'il est beau. Donc, bref, ça a des inconvénients. Et puis, le pompon, je trouve aussi, bon, ça, vous allez me dire que ce n'est pas de la cosmologie, mais on en parle. Donc, le fameux boson de Higgs, là, c'est plus du milliard, mais c'est certainement un facteur 10 ou 20. Voilà. Et qui n'a pas ouvert, autant que je sache, de voie royale à la recherche. Vous pouvez faire ce que j'ai fait moi-même. Je suis allé sur le site du CERN et je me suis dit, bah, depuis qu'ils ont découvert le boson de Higgs, ça doit être une effervescence de recherche. Et qu'est-ce qu'ils font au CERN? Ils cherchent la matière noire et l'énergie noire. Et on paye. Voilà. Donc, ben voilà tous les griefs que j'ai. Je suis désolé. Hein. Je les lis rapidement, si vous voulez, on ne revient pas. Donc, il n'y a aucune découverte. Bon, c'est un acte de la matière noire et de l'énergie noire. Je suis contre, effectivement, la notion de l'infini. Enfin, ce n'est pas que je suis contre. Tout physicien normalement constitué sait que l'infini n'a pas de rapport avec la réalité. Ben, le prix Nobel attribué à de fausses découvertes, oui, parce que l'expansion accélérée de l'univers, ça n'existe pas. Et puis, oui, il n'y a plus de paradoxe, j'insiste là-dessus aussi, parce que dans mes discussions, on dit où on va trouver, etc. Il faut qu'il y ait un paradoxe pour une question à résoudre, si vous voulez. Il n'y a plus de questions majeures à résoudre maintenant. Et il y en a eu dans l'histoire de la science. Au début du XXe siècle, on ne savait pas l'âge de la Terre, j'ai dit rapidement, j'en ai parlé. Les géophysiciens avaient besoin de milliards, les astrophysiciens ne pouvaient pas fournir ça. Donc l'âge de l'univers, il y avait un problème, l'âge du Soleil. Et le problème de la stabilité de la matière, c'est que quand je marche, là, si je me remets debout, le sol devrait s'effondrer. Depuis qu'on a découvert que la Terre est faite d'atomes, c'est quand même le début du XXe siècle, et ben, en appuyant dessus, normalement, un électron et une charge négative et une charge positive, un noyau est formé de ça, et ben, il devrait s'effondrer sur lui-même. Ça, c'était pas un problème facile quand même. Hein. Ça, si vous pouvez le poser à votre professeur de physique, pourquoi la matière est-elle stable? Ben, le problème a été résolu, mais ce n'est pas ça qu'on cherchait par la mécanique quantique. C'était un problème extérieur. Il n'était pas fait pour ça, mais il a résolu le problème de la stabilité, évidemment, de la matière, parce que en mécanique quantique, eh ben, un électron et un proton peuvent avoir un état stable. Productivisme outrancier de l'informatique, oui. Des instruments gigantesques sont découverts et des grands relevés qui coûtent effectivement très cher. Vous avez une accumulation de données avec une boîte noire et sûrement des tas de publications. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun débat là-dedans. La science peut-elle renaître? Mais pour moi, non. Parce qu'on est tombé, si vous voulez, dans un productivisme à outrance. Les chercheurs sont obligés de publier. Bon, ça se discute pas, je ne sais pas.
Donc, je ne vais pas l'avenir tel qu'il est. Non, voilà. Et je vous dis, la dernière phrase, là, dans un rapport d'activité officiellement de bon niveau, j'ai publié environ 200 articles scientifiques. Bon, c'est ce qu'on demande à un chercheur maintenant. Bon, comment voulez-vous, vous pouvez en déduire la qualité, si vous voulez, de la recherche. On ne peut pas faire des découvertes avec ça. Voilà. Et s'attaquer à des questions difficiles. Des questions difficiles, j'en ai à l'appel, je peux vous en donner, si vous voulez faire de l'astrophysique. Voilà. Et je suis désolé de devoir terminer avec un truc aussi bête, si vous voulez, d'un certain côté, mais c'est vrai que je suis complètement désespéré de cet état de la science. La science devrait donner l'exemple, je trouve, de la recherche de la vérité, disons. Alors que pour l'instant, on dépense de l'argent sans rien trouver, avec des concepts complètement fous. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai été trop long. Pardon ? Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est bien, c'est bien. Juste, je vous demanderai par contre de prendre le micro pour que ceux qui nous écoutent sur Internet puissent aussi vous entendre. Ce sera plus sympa pour eux. Et je pense que M. Magnan se fera un plaisir de répondre à votre question. Voilà, si vous avez des questions. Faites attention parce que justement, je réponds aux questions. Justement. Ça marche plus ? Ça marche plus, hein, le micro ne marche plus. C'est toi ? Oui. 1, 2. Oui. Vous avez dit précédemment que toutes les planètes tournaient dans le même sens, de l'est vers l'ouest, en tout cas dans le système solaire, mais j'ai entendu dire en tout cas que Vénus avait une rotation inversée par rapport aux autres planètes. Oh, j'ai pas dit ça. Je me suis mal fait comprendre. J'ai dit que tous les astres se levaient et se couchaient. Ah, d'accord. Ça, il suffit de sortir. Et on a passé l'équinoxe. Donc l'équinoxe c'était hier. Et à l'équinoxe, il se lève, le soleil se lève exactement à l'est, si tant est que exactement on va dire quelque chose, et se couche à l'ouest, exactement. Parce que là, quand je dis que tous les astres se lèvent à l'est et à l'ouest, c'est vrai en gros, mais c'est pas exactement l'est et l'ouest. Et le jour d'équinoxe, c'est l'est. Sinon, sur la rotation, c'est vrai. Mais ça, je ne l'ai pas raconté où là. Les Vénus, elles tournent toutes dans le même sens. Hein. C'est les nuages qui tournent pas dans le même sens. Non. Monsieur Magnan, vous contestez la réalité de la matière noire. Réalité, oui. 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 C'est bien ça. Oui. Et j'ai donné des arguments, oui. vous la remplacez par quoi? Pour expliquer, par exemple, la rotation des étoiles dans une galaxie? Je me suis expliqué sur la rotation, j'ai dit. Non, Il y a une courbe expérimentale qui est dans tous les livres de cosmographie. Mais c'est faux, je regrette, c'est faux. Donc mais les livres d'enseignement vous me le sont montrez. faux. Vous me les montrez, ces courbes. J'ai Internet maintenant, je n'ai pas besoin d'aller sur Internet. Mais voir. prenez le livre de Cosmo d'Agnès Acker, quand même, c'est quelqu'un. Ah ben c'est sûr, mais Agnès Acker, on ne parlait pas, je l'ai connue, justement, il n'y avait pas de matière noire à l'époque. Mais non, il n'y a pas la matière noire, mais il y a la courbe de Zwicky. Zwicky, vous voyez de quand ça date. Oui, donc je regrette, c'est rare si vous voulez que je dise ça, je dis que vous apportez des informations qui sont fausses, que tout un chacun ici dans cette salle peut aller sur Internet. Sur Internet, tout est publié. Il n'y a pas besoin de remonter Agnès Acker. Voilà. Donc maintenant ce qu'il y a. Et d'autre part, comme je mets dans mon livre, s'il y a un problème, il faut l'étudier. Or, il n'y a aucune école qui soit consacrée à la structure des galaxies, que je sache. Et l'argument que tout un chacun peut comprendre, il apporte à mon argument, je dis que dans tous les instituts, à côté des crânes neufs qui font de la matière noire, il devrait y avoir un chercheur, quand j'étais à Montpellier, il devrait y avoir un chercheur qui fasse de la structure des galaxies. Donc avant d'éliminer quand même la force de la gravitation newtonienne, il faut me donner des arguments. C'est aussi simple que ça. Donc il faut me répondre à ça. Je vous réponds, il devrait y avoir parité de chercheurs en structure galactique, avec la difficulté que je présente, et chercheurs de matière noire. Voilà. Et en ce moment, il y a une coupure totale. Donc,
Vous dites que depuis 1965, il n'y a pas de découverte majeure. Est-ce qu'on peut en déduire que l'humain est intellectuellement limité? C'est une simple déduction par rapport à toutes les déductions que vous faites. C'est pas des déductions que je fais. Moi, je constate. Non, mais attendez. Je sais pas. Non, mais... non, mais je réponds, si vous voulez, je parle de la science telle qu'elle est, elle est faite par les humains. En ce moment, ils la font d'une façon complètement débile et qui ne répond plus à l'idée que je me faisais de la science, à savoir la découverte de ce qui est vrai. Voilà. Maintenant, on fait n'importe quoi, on produit. Et les exemples que j'ai donnés... Ça, effectivement, il y a des publications à tort et à travers, je suis d'accord avec vous. Mais non, mais les instruments qu'on produit, enfin... Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui est gaspillé, du coup? Ah ben ça, il y a des gens qui pourraient l'utiliser autrement, ça je vous signale. Un jour, j'ai fait une conférence justement à Poisal, près de Grenoble, et il y avait la maire là, qui était dans l'assistance Grenoble. Je saurais où trouver de l'argent maintenant. Je veux dire qu'il y a de l'argent gaspillé, c'est un scandale. Je n'accepte pas, ça m'insupporte totalement. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut admettre qu'on est limité intellectuellement? C'est-à-dire qu'on a des limites et qu'on ne pourra pas trouver mieux? Je ne réponds pas à cette question. Ce n'est pas mon problème. Je dis qu'on gaspille un argent fou et que si on continue comme ça, on continuera à gaspiller de l'argent. Et la question de savoir si il y a encore des problèmes à régler. Donc ça, il faut poser la question un peu différemment. Et je vous ai dit, les listes de problèmes, j'en ai un. Comment se forment les étoiles, on ne sait pas. Comment se forment les étoiles, on ne sait pas. D'où vient l'eau dans l'univers? Puisque vous avez eu une conférence là-dessus, justement. D'où vient l'eau dans l'univers? Je mourrai sans le savoir. Bon, ben voilà. Comment s'est formée la vie? Pour moi, c'est un problème important. Donc, je veux dire que des problèmes, il y en a à la pelle. Mais comment se forment les étoiles, par exemple? Voilà. Bon. Pardon. Bonsoir, Monsieur Magnan. Moi, j'aurais toujours une question par rapport vous dites qu'il n'y a pas de découverte majeure, mais par rapport à la mesure et à la détection des ondes gravitationnelles. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de majeur quand même? La détection des ondes gravitationnelles, effectivement, voilà, ça n'ouvre pas des voies nouvelles, si vous voulez. Non, mais d'accord, ça, c'est pas faux, hein, apparemment. Sauf que la précision, c'est une précision d'ingénieur, justement. Donc nous sommes... Vous savez quelle est la précision qui est demandée pour la détection des ondes gravitationnelles? Alors c'est vrai que c'est extraordinaire. Et la précision qui est demandée, c'est mieux que sur la distance de la Terre à la Lune. La Terre à la Lune, oui. C'est l'épaisseur d'un cheveu. Voilà. Il faut mesurer des distances avec cette précision. Mais voilà, ça n'a pas ouvert des voies de recherche, c'est une confirmation. Hein, ça, vous êtes d'accord? Ces ondes gravitationnelles, elles avaient été prédites dans le gros bouquin, ma Bible dont je parlais tout à l'heure, le bouquin de gravitation. Voilà. Donc c'est une confirmation, oui. Mais on peut rêver que ça ouvre une voie nouvelle sur le Big Bang, etc. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais au moins, c'est pas faux. Au moins. Parce que les prix Nobel de l'expansion accélérée, etc., ça, c'est faux. Oui. Alors du coup, je voulais rebondir parce que j'avais aussi cette question-là, mais de manière un peu plus large. Depuis effectivement la découverte du fond diffus cosmologique, qui est une très belle découverte, mais ça me gênait un petit peu aussi, justement, avec tout ce qui a été dit sur le boson de Higgs et les ondes gravitationnelles, dont vous dites qu'effectivement, il n'en découle pas d'opportunités matérielles ou directes. Et je voulais, la question un peu épineuse, je vois, mais est-ce que c'est pas aussi avec la vision de la vérité que vous avez, questionner non pas la science en panne, mais l'approche en fait de la science, la relation au vrai, et notamment sur il me semble que c'est ce que j'avais entendu, et c'est peut-être à rediscuter, mais ce que Galilée avait dit, c'était que la physique moderne, le pari de la physique moderne était d'expliquer le réel par l'impossible. Ça, je l'ai entendu notamment de Étienne Klein, qui bosse au CERN, au LHC, voilà. Et donc du coup, ma question autour de ça, c'était est-ce que c'est plus sur l'approche scientifique et l'approche de la science qui vous permet de dire il n'y a aucune nouvelle découverte, et éventuellement en conclusion sur
à l'argument qui dit que ça permettra de mieux expliquer tout ce qui s'est passé avant le mur de Planck et dans l'univers primordial, les recherches qui se font au CERN. Est-ce que vous pourrez nous éclairer sur ce point? Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas de découverte majeure, là vous m'en citez le boson de Higgs. Je n'ai pas dit ce que j'en pensais du boson de Higgs. Mais les ondes gravitationnelles, j'ai dit que c'était une confirmation. Bon voilà. Le boson de Higgs, ça a coûté extrêmement cher. Et pour moi, c'est Ivan de Colonna. Bon, Ivan de Colonna, vous savez que voilà, c'est l'assassin du préfet Erignac. Et il fallait un coupable. Et le coupable, il était désigné, il existait. Et je dis ça sérieusement. C'est-à-dire que le boson de Higgs, quand vous avez englouti des dizaines de milliards pour découvrir le boson de Higgs, il faut que vous le découvriez. Hein. Bon. Donc voilà, c'est en ce sens-là que j'ai dit c'est Ivan de Colonna. Mais bon, encore une fois, vous faites comme moi. Vous allez sur le site du LHC, vous regardez ce qu'au font les chercheurs maintenant. Ils font de la matière noire. Et ça, c'est pas admissible, je regrette. Ou c'est une confirmation, le boson de Higgs. Qu'est-ce que ça change, quoi? Quand je parle avec des collègues de physique des particules, voilà, on sait tout. Leur modèle, il prévoit tout. Ben, s'il prévoit tout, qu'ils aillent se coucher, qu'ils fassent autre chose. Hein. Il y a suffisamment de problèmes, justement. Et sur le mur de Planck, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire, parce que le mur de Planck, on cherche... je me suis expliqué sur un peu sur le Big Bang. Le Big Bang, c'est quelque chose d'inaccessible. Je regrette. Pour des raisons, au moins 2 raisons. La première, si vous voulez, c'est qu'on est confronté à un phénomène qu'on ne peut pas observer. Vous avez vu comment j'ai commencé ma conférence. Il faut qu'il y ait une observation et une théorie. Voilà. Et par définition même, vous ne pouvez pas observer le Big Bang, je veux dire. Bon, peut-être justement avec les ondes de gravité. Donc il n'y a aucun élément d'observation. Donc vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Et du côté théorique, vous savez que des chercheurs sont à la recherche de l'équation qui engloberait tout. C'est le fameux Hawking qui voulait justement une équation du tout. On appelle ça l'équation du tout. Bon. Mais dans mon bouquin, il y a un paragraphe sur est-ce qu'il y a une équation du tout? Est-ce que l'univers est vraiment soumis à des lois? Ce n'est pas du tout évident pour moi. Ça, c'est une autre idée que moi, je défends. Il ne faut pas s'imaginer que tout ce qui sort de la tête des chercheurs a un rapport avec la réalité. Et je trouve que c'est une idée même malsaine et insupportable. De penser, si vous voulez, que notre intellectuel serait, bon, je vais dire le mot, oui, le mot qui me vient, c'est supérieur, dominerait le monde. Pour moi, c'est insupportable comme idée. Et c'est une idée, pour moi, quasi religieuse, parce que ça veut dire que vous avez des lois, qui c'est qui les a faites, ces lois? Alors nous, on serait censé les redécouvrir, ces lois qui existent. Qui c'est qui les a faites, ces lois? Donc vous vous mettez un bon Dieu, si vous voulez. Donc on en est là. Je veux dire que le Big Bang et le mur de Planck à s'en servir avec précaution, et même abandonner, je crois. Je pense qu'il n'y a tout simplement pas d'équation du tout, et qu'on est nécessairement, c'est l'histoire qui le montre, ce n'est pas une philosophie, l'histoire montre qu'il y a nécessairement un dialogue entre une théorie et l'expérience. Et là, il n'y en a plus en ce moment. Voilà. Pour ces sujets-là, justement. Donc, maintenant, on peut continuer à dépenser de l'argent, justement, parce que ça ne donnera pas de résultat. Oui. Bonsoir. Alors, moi, c'est un peu plus simple à dire, c'est plutôt une question philosophique. Pardon. Je viens ici, j'ai aucun avis sur le sujet et je suis totalement incompétent par rapport à des physiciens ou vous-même. Et votre présentation était très bien. Et je demande à y croire et même je demande à croire plein de choses. Parce que du coup, aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Je suis trop incompétent pour avoir mon propre avis. Et je ne sais pas si demain je dois expliquer votre théorie à quelqu'un. Je ne sais pas si je dois expliquer votre théorie ou celle d'un autre. Donc, que faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un avis? Non, mais je n'ai pas de théorie. Hein. Moi, j'ai présenté quelque chose qui est des trucs valables, oui, par rapport à ce qui se dit. Mais j'ai malheureusement pas de réponse pour ça et je suis malheureux. Mais mettez-vous à ma place et dites comment je fais moi aussi. Si vous voulez, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Vous êtes dans une situation impossible. Parce que on vous a bourré le crâne et on continue à vous bourrer le crâne avec... voilà, on va éviter le mot. Mais je veux dire que gaspiller de l'argent, gaspiller, mais ça, les arguments que j'ai donnés, vous pouvez les constater.
vous pouvez savoir qu'il y a des projets à 1 milliard d'euros et vous regardez ce qui sort après. Parce que le contrôle a priori, c'est bien, mais le contrôle a posteriori, on pourrait le faire aussi. Je vous assure que, je ne me mets pas au gouvernement, mais que si au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans maintenant, on n'a rien trouvé justement sur la matière noire, ça c'est quand même un argument, zut, on a dépensé de l'argent. C'est un argument complètement idiot, mais ça vous pouvez le dire. Vous êtes un citoyen et en ce moment on bouffe votre argent pour zéro résultat. En matière noire et en énergie noire, parce que ça, je veux bien croire qu'on a besoin de matière noire et d'énergie noire, mais il n'y a aucun résultat obtenu. Et comme je mets sur mon site, parce que j'ai consacré, j'ai des pages sur mon site, je dis, mais chaque jour qui passe me donne raison en quelque sorte. Par ce biais-là, puisqu'ils ne trouvent rien du tout. Moi, je dis, on ne peut rien trouver, donc on peut continuer à pomper, hein, malheureusement. Mais de là à juger, c'est vrai que malheureusement, c'est impossible. Ouais. Alors moi j'aurais une autre question. Vous avez un petit peu parlé du Big Crunch. Est-ce que vous pourriez parler aussi du Big Rip et du Big Bones, qui sont deux autres théories qui sont qui font la course avec le Big Crunch? Non, vous pouvez pas. Pardon, excusez-moi. L'univers de Friedman, c'est le seul parce que c'est le seul qui ait un sens physique et qui a un rapport avec la réalité. Donc tous les autres, c'est du tripatouillage en mettant des paramètres comme la matière noire, l'énergie noire. Donc moi, je ne sais pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous admettez une chose fausse, à savoir que l'univers l'expansion de l'univers est accélérée parce que les chercheurs ont eu le prix Nobel pour ça, bon ben d'accord, mais vous partez dans une direction que je ne suis pas, c'est tout. Parce que je n'ai pas suffisamment de... Je ne peux pas y croire. Pour des multiples raisons, là, mais enfin, que j'ai donné. Voilà. Alors, c'est pour parler d'une chose, c'est sur le fait qu'il n'y ait ni énergie noire ni matière noire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a prouvé avec des expériences que quand on crée du vide, ce vide tend à être comblé. Du coup, on a dit que l'univers est composé à... S'il n'y a pas d'énergie noire et de matière noire, il est composé à 95% de vide. Du coup, ce vide, il est censé être comblé. Et du coup, on obtient un atome par mètre cube. Donc, comment on explique ça? On ne parle pas de la même chose. Non, on ne parle pas du tout de la même chose. La matière noire et l'énergie noire, en astrophysique, c'est destiné, comme disait monsieur, destiné à expliquer, soi-disant, des difficultés dans la rotation des galaxies. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Hein. C'est pas... Et l'énergie noire serait destinée à expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Voilà. C'est exactement là où on en est. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Ce que je veux dire, c'est que du coup, s'il n'y a pas d'énergie noire et pas de matière noire, ça veut dire qu'il n'y a que les 5% existants de matière réelle. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à la place qui empêche cette expansion en fait, de la matière? On s'est mal compris. Je veux dire, on a introduit l'énergie noire et la matière noire à mon grand dame depuis donc, 20 ans, 30 ans. Pourquoi? Pour expliquer un truc qui, soi-disant, est inexplicable, à savoir la courbe de rotation des galaxies. Matière noire. Et puis les vitesses des galaxies dans les amas. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et l'énergie noire a été introduite pour expliquer la soi-disant accélération de l'expansion de l'univers. Voilà. Alors, il y a une remarque d'un internaute qui dit que c'est justement en continuant la recherche que nous allons aboutir à un résultat, et donc arrêter la recherche, ça viendrait à réduire à néant la recherche faite au préalable. C'est une question d'appréciation, je réponds. Si au bout de 30 ans, on peut continuer à verser des crédits sans avoir aucun résultat, moi je ne suis pas pour suivre cette ligne-là. Quand de telles sommes sont en jeu, ça devient absolument scandaleux de ne pas avoir l'ombre d'un résultat. Voilà. Donc il n'y a aucun résultat quand même. Voilà. Une petite question, il a fallu combien de siècles pour prouver que la Terre n'était pas le centre de l'univers? Je répète ma question, il a fallu combien de siècles pour prouver que la Terre n'était pas le centre de l'univers? Donc ça rejoint un petit peu l'observation de l'internaute. Effectivement, c'est pas en 20 ou 30 ans qu'on va résoudre tous les problèmes et répondre à toutes les questions que l'on se pose. Ouais, c'est mon humble avis. Hein. Mais attends, je ne dis pas du tout ça. Je dis qu'il y a un scandale de l'argent gaspillé
et une science qui gaspille et qui n'a plus aucun résultat depuis la découverte du fond cosmologique diffus. Enfin non, depuis les années, on va dire. Qu'est-ce que vous en mettez comme année? Depuis Galilée, enfin je sais pas, depuis la révolution copernicienne, la science moderne, si vous voulez. J'ai pas dit qu'il y avait des problèmes. Il y en a des problèmes qui se posent qu'on ne sait pas résoudre, mais je l'ai pas dit. Le problème n'est pas là. Il y a un scandale pour l'instant. Donc le problème n'est que d'ordre financier, du coup. C'est ce qu'on comprend. Moi, je le comprends. Non, mais attendez, vous entendez aussi cette partie de mon discours qui dit qu'on n'a fait aucune découverte sur la matière noire. Laissons le temps au temps. Oh oui, pourquoi? Quand il y a tant d'argent qui est dépensé, non. Par exemple, l'engouement du public par rapport à la mission Rosetta, vous avez vu, exceptionnel. Chapeau pour Rosetta. Voilà, mais c'est un exemple. Non, mais je suis complètement d'accord, mais 300% d'accord avec vous. Rosetta, il a dit, on atterrit sur Rosetta, il atterrit, il l'a fait. New Horizons avec Pluton, c'est des jolies images, c'est aussi la part du rêve. Le rêve, ça coûte peut-être un petit peu d'argent, il faut peut-être l'accepter. Non, mais vous êtes d'accord que Moi, je suis prêt à payer un peu pour... Non, vous êtes d'accord que vous déviez complètement la question. Parce que ça, je l'ai dit, de belles images, d'accord, encore qu'il y a un petit danger. Mais c'est le rêve. Si vous voulez, d'accord. Depuis toujours, l'homme a voulu aller au-delà de ses limites. Pas la matière noire et l'énergie noire. Ouais. Le rêve, je suis d'accord. Une fois, j'ai fait une conférence, c'était là, près de chez moi, à Montpellier, et le présentateur a dit « Mais monsieur Magnan, faites-nous rêver, enfin !» Et une fois, j'ai fait, c'était à Nantes, une dame qui a dit « Alors, l'infini n'existe pas, Dieu n'existe pas, alors qu'est-ce qui nous reste ?» Donc, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord pour le rêve, mais attends, vous sortez complètement de mon sujet. C'est un tout. Ah non. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de paramètres, à mon avis. Hein. Non. Attendez, les étoiles, on peut les considérer de façon différente. Les astronomes amateurs ont fait de jolies photos, effectivement, ça c'est formidable. Enfin, essayer de comprendre l'univers, justement, de savoir ce que c'est que ces étoiles, et d'avoir résolu la question de la dimension de l'univers, donc 1924, eh ben, ça c'était quand même un résultat. Enfin, je veux dire qu'il y a des façons d'apprendre de l'univers. Après, vous dites n'importe quoi sur l'univers, justement. On a l'impression, après, que l'univers, effectivement, nous appartient, on rêve. Eh ben, je regrette qu'il faut passer aussi par la réalité. Parce que, après, on dévie complètement. Pour moi, la science, c'est pas ça. Moi, je regrette juste de l'argent dépensé. Oui. C'est pas un pays qui dépense ces sommes, c'est une réunion de pays. Finalement, par citoyen, ça coûte très peu. Et si vous regardez la fraude fiscale en France, ça représente 80 milliards. C'est autrement inutile et idiot. Il vaut mieux dépenser quelques milliards pour des chercheurs qui font du travail. Voilà. Bon, c'est tout. Ah, c'est tout. Mais là, de toute façon, déjà, premièrement, je ne discuterai pas de ce point-là, parce que là, on s'est placé sur un sujet qui ne me concerne pas. Si vous voulez continuer à payer des chercheurs, à ne rien foutre, je dis bien à n'obtenir aucun résultat, c'est votre problème, mais c'est mon problème aussi à moi, parce que c'est mon fric. Alors, d'un autre côté, je voulais citer quand même une phrase d'un de mes collègues. Je peux discuter avec mes collègues, mais avec celui-là, on s'entendait quand même un petit peu. Et souvent, je ne sais plus sur l'infini ou quoi, il m'a dit « Christian, tu as raison, mais il faut bien gagner sa vie. » On peut admettre ça. Hein. On peut admettre ça. Une question peut-être plus simple que celles qui ont été posées avant, parce que je ne suis pas un spécialiste. Il n'y a pas de temps absolu, il n'y a peut-être pas de point de départ, ça me plaît bien. Peut-être pas de Big Bang, ça me plairait bien aussi. Pas de Big Bang. Alors, est-ce que la phrase l'âge de l'univers, les 15 milliards d'années, est-ce que ça a un sens de dire ça? Oui, ben, vous avez vu ce que j'ai montré. Et pourquoi ça a un sens? C'est l'univers de Friedman. On dit 15, on pourrait dire 30? Oh, c'est 15 à peu près, ça colle avec les autres nombres. Mais ça suppose qu'il y a un départ. Mais pas un temps absolu, oui. C'est pas un départ donc dans le temps. Donc on peut imaginer, par exemple, que les premières secondes durent des milliards d'années. Non, c'est le départ de tout, ça. C'est le départ de tout, comme j'ai dit, il n'y a pas un temps absolu, donc c'est pas dans un temps qui existait avant. Votre univers, il commence au Big Bang. L'univers de Friedman, il commence au Big Bang. Et là, dans votre modèle, tout apparaît. Donc la question avant, elle n'a pas de sens. Il commence là. Et depuis 15 milliards d'années, ça colle avec les autres données qu'on a. Ça vous gêne, là, non?
Alors, ça c'est une question importante, mais métaphysique. Pour la raison suivante, moi je suis suffisamment vieux, et ce qui est intéressant, j'ai tout vu. Et quand j'ai commencé ma recherche, justement, j'étais dans un laboratoire, l'Institut d'astrophysique, pour ne pas le nommer, et où on discutait de la réalité du Big Bang, à cette époque-là. Et bon, il y en avait, justement, à cette époque-là, on discutait encore, il y en avait qui contestaient le Big Bang. Et dans mon laboratoire, il y avait deux astronomes qui contestaient le Big Bang sérieusement. Donc c'est l'époque de Hoyle, etc., contestation du Big Bang. Et ce qui est intéressant, donc je les ai vus, ces chercheurs, pourquoi ils contestaient le Big Bang? Ils contestaient le Big Bang pour des raisons métaphysiques, à savoir que le Big Bang, justement, c'était un début, et ça évoquait fortement l'idée de Dieu. Donc, comme ils étaient athées et rationalistes, ce qui est bien, eh ben, ils rejetaient Dieu, donc ils rejetaient le Big Bang. Alors, textuellement, ça, c'est exactement ça. Alors là, il y en a un qui a été un bon chercheur qui a compris justement à la découverte en 1965 du Fonds cosmologique diffus qu'il fallait qu'il admette quand même l'idée de Big Bang, et d'autres qui n'ont toujours pas admis l'idée de Big Bang pour des raisons métaphysiques, parce qu'il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de Big Bang. Donc voilà, mais il ne faut pas en être là, donc le modèle de Friedman, il colle avec tout le reste, avec toutes les données qu'on a sur l'univers. Et donc c'est un modèle qui est vrai, et autant, donc, comme je dis, il n'y a pas de cycle parce qu'il n'y a pas de temps absolu. Encore une fois, le Big Bang n'est pas apparu à un instant donné, à un endroit donné. Ça, c'est important à retenir de cette façon-là. C'est tout qui est apparu en même temps. Donc, c'est apparu, et depuis, nous comptons le temps, si vous voulez. Voilà, on le compte en années. Et la dernière question pour clôturer cette conférence. Alors, bonsoir. Donc, excusez-moi, j'ai une petite question au niveau des financements. Donc, alors, quand on vous écoute, on a l'impression en fait qu'on gaspille beaucoup d'argent dans la recherche en France, alors que quand on écoute les chercheurs, on a plutôt l'impression que les budgets sont vraiment très faibles. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller à l'Observatoire de Paris. Il y a des fuites d'eau. Ils sont privés de chauffage à la moitié de l'année. Fissures dans les murs. Alors, du coup, on peut se demander si on diminue encore plus le budget, où est-ce que ça va finir? On peut aussi parler des salaires des chercheurs qui, je pense, par rapport au travail qu'ils fournissent, c'est quand même à discuter. Alors, du coup, quelle serait votre solution? Est-ce qu'il faudrait redistribuer mieux les financements, ou alors encore diminuer? Voilà, en sachant aussi qu'il y a la concurrence, il y a aussi les autres pays qui avancent beaucoup, comme les États-Unis, qui allouent des budgets vraiment conséquents. Donc, quelle serait votre solution par rapport à ça? Moi, je ne suis pas au gouvernement, donc je n'ai pas de solution à proposer. Ce que je trouve insupportable, au-delà des finances, c'est que la science s'occupe de choses qui n'ont aucun sens. Donc, tout simplement, moi, je dis qu'on arrête tout ce qui est matière noire, énergie noire. On arrête. Donc, couper les crédits, je ne sais pas. Encore une fois, ça interpelle. J'en discutais aussi, ça interpelle quand même. On peut réfléchir à ça, que je sois le seul que vous entendiez ce discours pour la première fois. Je dis que ce n'est pas normal. Donc, je suis dans une situation, si vous voulez, possible, mais c'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, effectivement. C'est quand même le truc que je mettais dans la diapositive. Le plus grave, c'est que justement, je sois le seul à le faire. C'est pas normal, enfin. C'est-à-dire que tout le monde accepte, vous savez, les chercheurs, ils préfèrent être payés. Donc, ils ne sont peut-être pas payés suffisamment pour ce qu'ils font. Pour ce qu'ils font aussi. Bon. Bien, on va peut-être en rester là pour ce soir. Merci, Monsieur Magnan, pour merci votre à intervention. vous de votre patience. Merci à vous tous aussi. Je vais redire pour le 28. Et puis, donc, dernier appel pour la semaine prochaine, le 28 mars. On accueillera Raymond Sadin, qui est un astronome et qui s'occupe du planétarium itinérant de l'Isère, je crois, avec l'association Léo Lagrange. Donc, il viendra pour parler plus de la mythologie du ciel. Voilà. Pour partir, les portes de devant.